Merci d'abord, merci de m'accueillir et de me donner la parole dans cet événement important pour nos industries de santé, et je pense bien au-delà pour tout notre pays. Et la crise actuelle montre à quel point le métier que vous faites est important. France Industrie, c'est le rassemblement de toutes nos fédérations industrielles, aujourd'hui 24, ça doit représenter 97% de l'industrie française, et du Cercle de l'Industrie qui était le rassemblement des grands patrons de l'industrie. Et on s'est mis ensemble il y a un peu plus de 2 ans maintenant, avec l'idée d'avoir une tête de pont et une représentation complètement unifiée de l'industrie, pour à la fois simplifier la vie de nos interlocuteurs, en particulier gouvernementaux, et surtout être sûr qu'on portait la même parole et qu'on était capable de peser le plus efficacement possible pour faire les bons choix industriels dans notre pays. Et Dieu sait que ces 30 dernières années, on ne les a pas toujours faits. Et on voit d'ailleurs, mais on y reviendra, que depuis quelques mois et quelques années, il y a quand même des choses qui bougent dans le bon sens. Donc l'idée de France Industrie, c'est vraiment de mettre tout le monde ensemble, tout le monde derrière le même emblème, et de défendre l'industrie, et Dieu sait qu'elle en a besoin. Et en ce moment particulier, avec cette crise du Covid-19, on a eu un confinement, on a eu une sortie de confinement, l'ensemble des pays du monde ont été touchés, le produit intérieur brut chute brutalement. Le tissu industriel, comment il se porte ? Alors, il faut d'abord être bien conscient que dans ce genre de crise, c'est toujours l'industrie qui paye le prix le plus lourd. Je pense que 2009 l'a bien montré. Ce qu'on détruit dans l'industrie, c'est ce qu'on met le plus de temps à reconstruire, ce qui est le plus dur à reconstruire, et en général, malheureusement, ce qu'on ne reconstruit pas toujours complètement. Donc vraiment, le premier message après 2009, j'allais dire, une des chances qu'on a, c'est que cette crise arrive assez vite après 2009 et que tout le monde n'a pas oublié. Et donc, on a pu passer un certain nombre de messages sur le thème. Vous prendrez les décisions, le plan de relance, etc. Mais si vous n'avez pas, dans cette période, une attention particulière à l'industrie, elle ressortira plus affaiblie que les autres quand on sortira de la crise sanitaire. Et aujourd'hui, on est à 12,5% du PIB. Si on passe en dessous de 10, il faut être clair, il n'y aura pas de rebond possible parce qu'on sera en dessous de la taille critique, on ne pèsera plus assez. Je ne reviens pas sur la désertification, tous les problèmes en territoire et tout ce qu'on a appelé l'industrie jardinière des territoires. C'est cette idée que nous, on ancre l'activité dans plein d'endroits et qu'on est sans doute ceux qui y contribuent le plus. Et on voit bien qu'avec la fracture territoriale, avec un certain nombre de sujets assez lourds qui ont été posés ces derniers temps, la désindustrialisation a malheureusement contribué à toutes ces fractures, à tout cet affaiblissement du pays. Donc, comment on peut se battre dans cette période pour que ça se passe différemment ? Alors aujourd'hui, en grands chiffres, on estime que l'activité industrielle est entre 92 et 95% de ce qu'elle était avant la crise, avec des situations très diverses. Mais 92, c'est 8% qui manquent. Et on sait que dans nos métiers, le volume fait beaucoup de choses. Et quand il manque 8%, il manque beaucoup de résultats. Et surtout, il manque beaucoup de résultats, sauf si on est capable de s'ajuster. Et tous les ajustements, c'est se séparer de compétences. Et donc, c'est se fragiliser au moment où ça va repartir. Donc, c'est tout ce qui a animé une partie de la réflexion autour de la PLD, des dispositifs sociaux, du soutien à l'alternance. Tout ce combat qu'on a mené pour que dans cette crise, les compétences dont on avait besoin hier et on aura encore plus besoin demain ne soient pas les premières victimes de cette crise qui fragiliserait énormément notre capacité à rebondir. Donc, on n'est pas revenu du tout au niveau d'avant, on n'en est pas très loin, mais dans nos métiers, cette différence coûte cher. Et puis des situations très diverses entre l'aéronautique qui est extrêmement frappée et vos métiers qui, dans une certaine mesure, vont bien compte tenu de la pression et de tout ce qu'il y a à faire. On a des situations très très contrastées. Quelques mots sur le plan de relance, parce que ça a été effectivement un élément important pour France Industrie de pouvoir contribuer à apporter des éléments dans le plan de relance. Peut-être avant de parler des industries de santé, de voir quelles sont les grandes tendances de ce plan de relance et en quoi l'industrie a été particulièrement entendue. Alors aujourd'hui, effectivement, le plan de relance affiche une vraie priorité industrielle et elle n'est pas que dans les discours. On estime que sur la centaine de milliards d'euros qui est mis sur la table, il y en a plus d'une trentaine qui bénéficiera directement ou indirectement à l'industrie, sachant qu'on fait 12,5% du PIB, ça veut dire qu'on va bénéficier du plan de relance 3 fois plus que notre poids dans le PIB. Et c'est la première fois. C'est la première fois dans toutes les mesures de soutien un peu générales qui ont été prises qu'une telle priorité est donnée à l'industrie. Je rappelle que le CICE centré sur les bas salaires, l'industrie avait moins de 10%, recevait moins de 10% de l'effort collectif qui a été fait. Sur la partie pacte de responsabilité, on s'approchait des 12%.
Et là, on est à 30, on est à plus de 30. Donc on voit bien la vraie priorité qui a été donnée. Ensuite, ça a été construit à partir d'un travail qui ne s'est pas inventé avec la crise. En fait, depuis la création de France Industrie, on est en position de dialogue. Alors, efficace serait évidemment trop fort, mais en tout cas constructif avec l'État pour partager les enjeux, faire la pédagogie de ce qui s'est passé ces dernières années et essayer de bâtir une stratégie qui évite le déclin. En fait, quand on refait un tout petit peu d'histoire, pourquoi l'industrie française a décliné et a décliné beaucoup plus que d'autres? Parce que à la fin des années 90, début des années 2000, il s'est passé 3 choses en même temps dont personne n'a vraiment voulu mesurer les conséquences. On a laissé entrer la Chine dans l'OMC en pensant que ça ferait changer la Chine. C'est pas complètement passé comme prévu. On a l'Allemagne avec l'euro qui est entrée dans une politique qu'elle a appelée de désinflation compétitive et qui a amené le coût salarial allemand au niveau, voire un peu en dessous du français, alors que historiquement, dans toute la période précédente, il y avait une dizaine de points d'écart en notre faveur. Et troisièmement, c'est au même moment qu'on a pris en France un certain nombre de lois sociales, dont je ne conteste pas le bien fondé et l'intérêt, mais qui se trouvent peser sur la compétitivité des industries françaises. Et on a fait tout ça sans prendre aucune vraie mesure d'accompagnement spécifique des secteurs exposés. Et comme toujours dans l'industrie, les temps longs, les conséquences de ces décisions ne se voient pas tout de suite. Et en fait, c'est ce qu'on a payé avec ce déclin progressif et la division par 2 en 30 ans du poids de l'industrie dans le PIB en France. Et c'est ça qu'on essaye de changer depuis 3 ans, en dialogue constructif et permanent avec l'État. Donc, c'est les travaux sur le pacte productif qui, finalement, ont servi de support à toute la partie industrielle du plan de relance. Avec notamment une décision forte, sur laquelle reviendra probablement la ministre tout à l'heure, qui est une baisse des impôts de production. Une baisse des impôts de production, là aussi, un diagnostic qui a été fait depuis longtemps, qui a été en partie mis en exergue en 2013-14 avec les assises sur la fiscalité des entreprises commandées par Jean-Marc Ayrault et qui a montré que les impôts de production en France, c'était 7 fois plus qu'en Allemagne. C'est 75 milliards à peu près, quand c'est une petite dizaine en Allemagne, et un sujet qui finalement pèse extraordinairement lourd sur l'industrie. C'est-à-dire que là aussi, c'est des impôts dont la répartition est très défavorable à nos grandes activités industrielles. Et donc effectivement, avec force de pédagogie, avec la nécessité, avec toute l'idée de réindustrialiser, de relocaliser, de faire venir chez nous des filières stratégiques ou des sujets de demain, c'est l'idée que ce sujet ne peut pas se traiter uniquement par de l'accompagnement à l'investissement, mais qu'il faut aussi à un moment prendre des mesures structurelles pour que la compétitivité de l'industrie française soit restaurée. Alors il ne s'agit pas de dire qu'on sera compétitive, en tout cas en coûts salariaux par rapport à la Chine, hein. Ça n'arrivera pas. Mais l'enjeu, on l'a bien vu, et je le rappelais tout à l'heure, c'est nos grands voisins, Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre. C'est là que ça se joue, et ça se joue beaucoup plus qu'on ne le pense. Dans ce plan de relance, il y a des éléments spécifiques sur la relocalisation industrielle qui parlent aux industriels qui sont dans cette pièce, parce qu'on a vu au cours de cette crise qu'un certain nombre de principes actifs avaient pu manquer dans les systèmes français ou européens. On a aussi un PIA, donc un plan d'investissement d'avenir, qui lui se tourne plutôt vers l'innovation. Donc entre l'outil industriel et l'innovation, on est au cœur des industries de santé. Votre vision, Alexandre, sur les industries de santé au moment de cette crise et puis peut-être avec une vision un peu prospective? Alors d'abord, je vais le redire avec force, on a la chance d'avoir des industries de santé fortes en France. Et je crois qu'il faut que tout le monde s'en réjouisse. C'est vrai d'autres secteurs, mais c'est vrai de celui-là. En plus, un secteur qui n'a pas toujours eu une presse extraordinaire, il faut le dire. Je pense que cette crise a modifié la perception. Si on le fait court, et encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur, parce que les gens qui, a posteriori, disent il fallait faire ci, il fallait faire ça, j'en connais des dizaines. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui vous disent ce qu'il faut faire avant que vous en ayez besoin. Après, j'en connais plein et ça n'a pas du tout la même valeur. Mais on a constaté dans cette crise, notamment autour de la sécurité sanitaire, qu'on a quand même manqué de beaucoup de choses. Alors encore une fois, personne n'avait mesuré la vitesse de propagation du virus, l'intensité, la façon à laquelle il traverserait le pays. Mais il faut en tirer les conséquences. Et je pense que c'est là qu'il y a quelque chose qui a changé dans le regard que tout le monde porte sur les industries de santé. C'est finalement, on en a besoin pour assurer la sécurité sanitaire de nos concitoyens. Alors c'est vrai en France, mais c'est vrai en Europe. Et le fait d'avoir laissé partir en Inde et en Chine 80% des principes actifs, le fait
d'avoir mené pendant des années une politique sanitaire, si je puis dire, ou de sécurité sociale, enfin dans cette grand paquet, qui était exclusivement centrée sur la maîtrise des coûts. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas faire des efforts, mais à un moment donné, on a clairement poussé le bouchon trop loin. Et comme je le dis toujours, l'industriel est quelque chose de malléable. Son métier, c'est de s'adapter à son environnement et aux contraintes qu'on lui impose. De toute façon, son objectif, c'est la survie, c'est la pérennité de son entreprise, c'est continuer à avancer. Donc quand on met la pression d'un côté, il se déplace ailleurs. Donc on met une énorme pression sur les prix. L'industriel qui veut assurer son avenir, il va forcément aller chercher là où il est capable de produire moins cher pour assurer sa pérennité. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé, avec plein d'activités qui se sont retrouvées à quitter la France et l'Europe, et avec des situations de fragilité. Encore une fois, ça n'est qu'une anecdote, mais l'idée que des gens se sont battus sur un aéroport chinois pour mettre dans un avion ou un autre entre l'Amérique et l'Europe des tonnes de masques, ça laisse un tout petit peu songeur quand même. Alors, il s'avère que dans cette salle, le G5 a une empreinte sanitaire qui a été largement conservée sur le territoire français, sur le territoire européen. On a plus de 52 usines en France, on a 20 000 emplois industriels. Donc, ce groupe a fait un effort sur son compte de résultats pour avoir la productivité nécessaire. Mais c'est vrai que ça fait des années que ce groupe essaye d'expliquer au pouvoir public que les industries de santé sont un secteur stratégique. Il a fallu cette crise pour pouvoir le reconnaître. Comment est-ce qu'on peut encore aller plus loin pour embarquer non seulement les autorités françaises, mais aussi les autorités européennes, pour se dire qu'un secteur stratégique, il faut investir dedans? Je pense que de ce point de vue-là, le plan de relance est une formidable opportunité. Parce que quand on prend le plan de relance, on a dit 100 milliards. En fait, il y a une cinquantaine de milliards, c'est des mesures non directement destinées aux entreprises. Soutien à la commande publique, financement de dispositifs type chômage partiel et autres. Et dans les 50 milliards qui vont à les entreprises, on a 20 milliards de baisse d'impôts de production. Donc c'est de la compétitivité structurelle dont tout le monde va profiter. Les industries au sens large devraient avoir entre 3 et 4 milliards, on attend l'évaluation finale. Et au milieu, il y a une trentaine de milliards de soutien à l'investissement, d'appel à projets, alors de l'automobile, de la santé, de l'aéro, aussi des dispositifs territoriaux autour du soutien à l'industrie. Donc vraiment, aujourd'hui, notre enjeu, alors on est en France, donc ça n'est pas simple. On a compté une cinquantaine de dispositifs ouverts dans le cadre du plan de relance. On en a identifié à France Industrie une bonne trentaine, ou spécifiques ou transversaux, qui nous concernent directement. Je crois qu'aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de nous en saisir. Avant de dire c'est trop compliqué, ça marche pas, on va pas y arriver, il faut juste y aller. Il faut identifier les projets qui rentrent dans ces priorités. De ce point de vue-là, la santé est bien servie, j'allais dire, a été identifiée comme une filière stratégique avec des vraies choses à faire, et je m'en réjouis. Et donc, il faut y aller. Il faut présenter les dossiers, il faut voir ce qui est possible de faire, il faut identifier ceux qui coincent, pour lever les verrous un à un, et bien montrer que quand l'État fait un effort, identifie une priorité, nous, industriels français, présents en France, on est capable d'apporter des projets, d'apporter des réponses, et de rendre des choses possibles. Alors, moi, il y a un mot que j'aime pas trop, c'est relocalisation. En fait, moi, je préfère le mot localisation, parce que relocalisation, ça laisse entendre que quelque chose est parti et qu'on va, par magie, le faire revenir. Moi, je ne crois pas qu'on reconstruira en France, ni dans la santé, ni ailleurs, l'industrie d'hier. La question à se poser, c'est l'industrie de demain. Et je crois vraiment, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à rapatrier, j'ai entendu parler de rapatriement de quelques principes actifs, le paracétamol et autres. Je serais le premier ravi, moi qui en consomme régulièrement pour soigner le mal au crâne, de savoir qu'il est un peu plus fait en France quand j'achète ma boîte. Mais je crois vraiment que quand on pense à la santé de demain, il y a des sujets, et c'est la deuxième jambe, c'est la jambe d'avenir. Alors il y a des anticorps monoclonaux, il y a de la thérapie génique, il y a plein de choses extraordinaires, compliquées. Pour moi, c'est ça qu'il faut qu'on soit capable de faire chez nous. C'est parce qu'on arrivera à construire les enjeux de demain, parce qu'on arrivera à faire en France et en Europe. Forcément, j'ai un petit tropisme français, mais tant que c'est fait dans notre environnement proche, on partage assez de choses pour considérer que ça participe de notre sécurité sanitaire. Il faut qu'on soit capable de le faire chez nous. Et il ne faut pas regarder uniquement derrière. Il faut vraiment aller chercher tous ces nouveaux sujets, tous ces nouveaux process. Alors, je ne sais pas si c'est de l'industrie 4.0, je ne sais pas si c'est même du 5.
en lisant quelques-unes des productions de cette belle maison, en préparant cet entretien, j'ai vu des choses assez extraordinaires que je n'imaginais pas sur ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de faire. Qu'est-ce qu'on va être capable d'industrialiser? Qu'est-ce qu'on va être capable d'industrialiser chez nous? Et ça, c'est fondamental. Il y a un autre sujet qui me tient à cœur en tant que responsable industriel, c'est tout ce qui touche à la production d'électricité verte. C'est la pile au combustible, c'est tout l'hydrogène, c'est tout ce grand chantier qui a été ouvert. Je suis convaincu que la santé de demain, c'est un deuxième grand pilier de l'industrie française qu'on peut construire à travers ce plan. Alors, si vous voulez que je vous dise que ça va être facile, la réponse est non. Des obstacles, il y en aura, des difficultés techniques, réglementaires. Il va falloir, de façon inlassable, à les convaincre, à les réexpliquer. Quand un gouvernement change, quand un responsable change pour le suivi d'un dossier, mais il ne faut pas arrêter. L'avenir de notre pays, c'est notre capacité à reconstruire en France l'industrie de demain. Et il y a plein de beaux sujets, parce qu'on est à un moment où il y a plein de révolutions. Révolution sanitaire, révolution énergétique, transition écologique, plein de sujets liés à l'innovation. Donc c'est dans ces moments-là que les cartes sont rebattues. Et je dirais, quand il ne se passe rien, honnêtement, rattraper les 30 ans de retard, c'est dur. Parce que finalement, l'environnement est le même, tout reste à peu près pareil, et on va se dire, parce que nous, on va faire un peu différemment, on va réussir à remonter la pente. Alors oui, on va remonter la pente, mais ça va être très doux. Là, avec toutes les révolutions qu'il y a, on a l'occasion de faire des vrais changements. Et ça, c'est notre responsabilité de ne pas l'arrêter, en tout cas de ne pas avoir de regrets, de s'être battu sur tous ces chantiers, avec énergie, détermination et volonté, pour que, idéalement, à la fin de ces 10 prochaines années, on ait rebâti l'industrie de demain en France avec un poids dans le PIB qui a augmenté et une position pour notre pays, pour nos emplois, pour notre activité qui soit meilleure. Et si on n'a pas sur tous les sujets réussis, qu'on puisse se regarder dans la glace en disant on a tout essayé. Encore une fois, ici, il y a à la fois des industriels qui investissent en CAPEX dans des usines qui sont présents sur le territoire, qui investissent massivement en R&D, qui investissent dans la bioproduction. Vous avez cité les anticorps monoclonaux, la thérapie génique. Moi, au titre du comité stratégique de filière, je peux voir ce qui est fait par l'ensemble des acteurs ici, que ce soit au niveau du diagnostic, du traitement ou des dispositifs médicaux. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'opèrent. Peut-être un dernier mot sur ce qu'on pourrait faire en interfilière, parce que des filières se lèvent en ce moment aussi, MS2I, photonique, électronique. Est-ce que, en tant que vice-président de France Industrie, vous nous encouragez à travailler ensemble? Est-ce que ce secteur, pour qu'il soit stratégique, doit aussi attirer à lui d'autres énergies de d'autres filières? Alors, il y a deux choses. D'abord, je pense qu'il faut effectivement d'abord travailler par filière, parce que c'est ce que les gens comprennent. On arrive à raconter une histoire autour d'une filière ou d'un projet, que ce soit l'aéro, que ce soit la batterie, l'énergie, la santé. Et à un moment donné, on est dans un monde où, de toute façon, si on n'arrive pas à parler au grand public, à expliquer le projet, on a beaucoup de mal à emmener le politique derrière parce qu'il est rattrapé. Il est rattrapé par la pression de l'opinion publique, par l'image de l'industrie, par tout un tas de freins qu'on a connus ces dernières années. Donc, je crois vraiment que notre capacité à raconter une histoire, à construire un projet intelligible, par tous nos concitoyens, et donc un récit politique du projet, c'est fondamental. La partie transversale, elle va se jouer pour moi à deux niveaux. Un premier niveau, c'est les compétences. Toutes ces transformations vont appeler des compétences nouvelles. C'est plus les mêmes, ou en tout cas plus toutes les mêmes, demain qu'hier. Donc comment est-ce qu'on forme? Comment est-ce qu'on est suffisamment mobilisé pour qu'on soit sûr qu'on est, pour faire tout ça, au-delà du soutien public, de l'investissement, de la rentabilité, qu'on ait les hommes pour les faire tourner. On a la chance d'avoir, en termes d'ingénieurs, en termes de formation très qualifiante, aujourd'hui encore un vrai savoir-faire et des vraies compétences dans notre pays, mais il faut les descendre jusqu'au bout de la chaîne. Donc c'est un des sujets qu'on porte, c'est tout l'engagement de l'industrie pour l'apprentissage, ne pas sacrifier une génération, parce que c'est pas maintenant que ça va nous manquer. Honnêtement, avoir 5 ou 10 apprentis en moins aujourd'hui dans le contexte général de l'économie française, ça ne va pas changer grand-chose à notre quotidien. Mais les gens qu'on n'aura pas pris maintenant, les gens qu'on aura désespérés maintenant, qui seront allés voir ailleurs, quand dans 3 ans, 4 ans, je ne sais pas quand on sortira de tout ça, mais en tout cas quand on en sortira, on en aura besoin. Et si on s'en occupe dans 3 ans, on sera en retard. Et donc je pense qu'un des sujets premiers transversaux, et celui-là il est grand public,
c'est de ne pas sacrifier la jeunesse de ce pays à cette crise, et qu'à chaque fois que c'est possible, chaque fois qu'on peut faire un effort ou qu'on peut prendre une décision positive dans ce domaine, c'est ne pas sacrifier l'attractivité de nos métiers, notre capacité d'accueillir les jeunes, parce que c'est les compétences dont on aura besoin demain. Et le deuxième sujet transversal, mais lui, il est plus lobbying, il est beaucoup moins grand public, c'est effectivement tirer de toutes ces filières qui se mobilisent. Et ça, c'est vraiment au niveau de France Industrie, avec notre vision transversale, l'animation des 18 filières, nos 24 branches professionnelles. C'est essayer d'identifier tous les sujets qui finalement sont communs et en les rassemblant, d'avoir encore plus de poids pour les porter que si on les porte chacun individuellement. Pour avoir cette force du collectif et d'identifier toutes nos préoccupations complètement transversales industrielles pour les dire, en fait, on parle au nom de l'industrie. Et c'est ce qui a marché ces 2 dernières années. C'est parce qu'on parlait au nom d'une industrie complètement rassemblée, au niveau national, avec tous nos interlocuteurs politiques, à l'Assemblée, au Sénat, au gouvernement, avec les ONG, etc., qu'on a eu plus de poids et que je pense qu'on a été plus écoutés. Merci beaucoup Alexandre Sobo. Je vais peut-être juste dire un mot pour dire que sur la question de la responsabilité, au milieu de cette crise, on a vu que tous les acteurs qui étaient ici dans cette salle avaient répondu présent. Et dans les usines, tout le monde s'est manifesté, tout le monde a travaillé, y compris pendant le confinement. Les taux de présence dans les usines sur les industries de santé ont été absolument exceptionnels. Tout le monde a répondu présent, tout le monde continue à répondre présent aujourd'hui, y compris sur l'apprentissage. La plupart des entreprises ici prennent plus d'apprentis ou d'alternants à l'issue de cette crise que les années précédentes, parce qu'on est un secteur stratégique et responsable. Merci beaucoup de votre présence et d'avoir manifesté le fait que nous étions un secteur stratégique, y compris au sein de France Industrie. Encore une fois, merci à vous. Et si je peux un dernier mot, dépêchez-vous de nous trouver une solution. Parce que par ailleurs, la fin de nos ennuis, elle est entre vos mains au sens large. De toute façon, tant qu'on n'aura pas de solution sanitaire, on va vivre avec ce niveau d'incertitude lié au rebond variable. Et je crois vraiment que, indépendamment de tout ce que vous faites de façon structurelle, et je m'en réjouis, il se trouve qu'on est en plus dans une période où l'avenir de notre économie est un peu entre vos mains.